La liberté a un prix. Notre JT, c'est un directeur de la rédaction, un rédacteur en chef adjoint, 4 journalistes et 6 techniciens. La liberté a un prix. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Cette semaine, je vous avais prévenu, nous allons parler d'économie bouleversée par les déflagrations géopolitiques. Mais avant de commencer, vous le savez, comme chaque semaine, je compte sur vous pour le succès de cette émission. Alors pensez à la commenter, bien sûr, à la partager, mais aussi à cliquer sur le pouce en l'air dès maintenant. On se retrouve tout de suite, juste après le clin d'œil. Retrouvez le Samedi Politique avec la collection Terre de France. 100% des bénéfices au service d'agriculteurs, de familles, de militaires et d'écoles rurales. Et à mes côtés aujourd'hui, Philippe Béchade. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes économiste, président des Éconoclastes, rédacteur en chef de la chronique Agora et de la Lettre des Affranchis. Et on vous retrouve également tous les lundis sur TV Liberté pour la chronique en mode affranchi. J'ai fait le tour de la présentation. Alors Philippe Béchade, pour commencer, on dit souvent que l'économie mondialisée est déconnectée des réalités de par les marchés financiers. Pourtant, depuis quelques années, les secousses géopolitiques ont eu des impacts directs sur l'économie. Alors je vais volontairement poser une question provocante dans ce contexte, Philippe Béchade. La guerre, c'est bon ou c'est mauvais pour l'économie, ou ça dépend simplement pour qui ? Alors, la guerre économique, c'est mauvais. Ce sujet fait bien partie des déterminants de la situation dans laquelle nous débattons aujourd'hui, surtout la France, qui est pratiquement le plus mauvais élève de l'Europe en termes de croissance, d'inflation et d'emploi. La guerre, ça a été mauvais. On se rappelle des sanctions prises contre la Russie qui nous sont revenues en boomerang, tandis que la Russie, contrairement à toutes les estimations et à celles de notre ministre de l'économie, est partie sur une pente de 2,5% de hausse du PIB en 2023 et peut-être de 3% en 2024. C'est un pays qui se réindustrialise. Nous, on affiche l'ambition de le faire, mais ça prend du temps. Et puis surtout, on n'est peut-être pas très attractif aujourd'hui avec une énergie chère qui a flambé, on peut le dire, en l'espace de 2 ans. Pas forcément qu'à cause de la guerre en Ukraine. On a aussi nos propres handicaps. Le premier étant le mode de fixation du prix de l'énergie la plus consommée, c'est-à-dire l'électricité. Alors, plus près de nous, on a eu évidemment le début d'un conflit entre Israël et le Hamas et des opérations militaires intensives dans la bande de Gaza. Ça n'a pas vraiment impressionné les marchés et ça n'a pas provoqué de hausse du pétrole plus de 24 ou 48 heures. Sachant que le Hamas n'avait effectivement pas les moyens d'aller bloquer le détroit d'Ormuz ou de bombarder des navires israéliens dans le canal de Suez. Donc, très vite, les marchés ont considéré que, à moins qu'il y ait un embrasement, une implication du Hezbollah via le sud de Liban, il y avait peu de chances finalement que le conflit ait un fort impact économique global. Alors pourquoi le Hezbollah n'intervient pas ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, le principal interlocuteur en termes d'influence diplomatique, c'est la Chine.
la Chine au travers de l'Iran contrôlant le Hezbollah. Et finalement, la priorité de l'Iran aujourd'hui, c'est de normaliser ses relations avec l'Arabie saoudite, de ne pas passer pour un pays voyou ou qui alimente le terrorisme. Et on voit que dans les commentaires, beaucoup se disaient vivement que le Hezbollah intervienne afin qu'on lui donne une bonne leçon. Les Américains n'auront pas déplacé leur porte-avions pour rien. Et puis l'Iran ressortira évidemment en ruine d'une éventuelle implication. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Alors, ils n'ont pas fait ce plaisir aux États-Unis. Ils n'ont pas fait ce plaisir aux États-Unis. Et le résultat des courses, c'est que finalement, 2 mois après les tragiques événements du 7 octobre, on se retrouve avec un pétrole qui a reperdu plus de 20%. On est revenu de $92 à peine 75. Hein, donc, ça a été aussi, là, peut-être un coup de pouce aux anticipations économiques, parce que la forte baisse du gaz et du pétrole a mené à un rallye haussier des marchés assez spectaculaire depuis fin octobre jusqu'à début décembre. Un mouvement d'ailleurs qui a peu d'équivalent dans les 20 ou 30 dernières années, c'est-à-dire que 6 semaines de hausse et aucune consolidation intermédiaire et des spéculations sur une baisse de taux rendue possible parce que l'inflation semble maîtrisée et que les conflits, et depuis l'invasion de l'Ukraine, les matières premières, le pétrole, le gaz, l'énergie au sens large, ne font que baisser. En fait, depuis le 1er avril 2022, l'énergie est sur une pente descendante et c'est ce qui participe le plus à tempérer les pressions inflationnistes et à alimenter l'anticipation de baisse de taux en 2024. Alors, avant de parler d'aller sur la politique monétaire, j'aimerais qu'on reste sur cette question de la guerre. Vous avez expliqué tout à l'heure que la guerre en Ukraine avait permis à la Russie finalement d'améliorer son économie, notamment grâce à l'industrie de l'armement, hein, on ne va pas se leurrer. Est-ce que finalement, ce n'est pas un écran de fumée et qu'après la guerre, la Russie va remettre les compteurs à zéro et rebaisser de fait pour revenir à un stade initial ? J'avoue que je ne suis pas tenté de vous répondre oui. Alors d'abord, la Russie a récupéré tous les outils industriels abandonnés par les Occidentaux, qui ont dit on quitte la Russie, c'est terminé. Alors, dans un premier temps, les usines sont là, mais il y a beaucoup de composants qui n'arrivent plus, puisque les routes sont coupées, il n'y a plus d'approvisionnement. Donc le temps que la Russie se réorganise, donc trouve des pièces automobiles pour produire des modèles semblables pratiquement à ceux qu'il fabriquait avec les constructeurs occidentaux, il a fallu effectivement 6 mois, 9 mois, avant que la Chine ou d'autres pays fournissent toutes les pièces qui manquaient du fait de l'arrêt des productions européennes ou occidentales, quoi. Des livraisons en provenance Allemagne, Pologne, Tchéquie, etc. Voilà. Donc maintenant, ça y est, l'outil industriel russe est opérationnel. Il y a une clientèle qui a de l'argent pour acheter les produits. Si je peux me permettre une parenthèse, en 2014, avec la première partie de la guerre en Ukraine, on avait constaté exactement la même chose avec les sanctions qui portaient cette fois sur le domaine agricole, où la Russie avait réussi très bien en quelques mois à compenser les importations européennes agricoles et finalement elle est devenue quasiment autosuffisante depuis. Oui, c'est vrai que la Russie, c'est l'évidence, a des immensités pour produire des céréales, etc. Et très très vite, ils ont effectivement augmenté leur surface sans aucune difficulté. Sachant qu'ils se coupaient effectivement de quelques céréales occidentales, mais ils sont allés ensuite se fournir auprès de l'Argentine, ou du Brésil, ou de la Chine. Mais eux-mêmes ont également dopé leur secteur agricole. Là, le coup le plus dur que les Occidentaux pensaient avoir porté à l'économie russe, c'était de la couper des sociétés fournissant les cartes de crédit américaines. Le fameux système SWIFT. Et couper la Russie du système SWIFT. Ils sont finalement passés par le système chinois pour accéder à l'international,
en interne, très très vite, le système bancaire s'est organisé pour éditer ses propres cartes de crédit avec ses propres chambres de compensation, etc. La difficulté, c'était de quitter SWIFT, de ne plus être relié à l'Europe, aux États-Unis. Donc ils sont passés ensuite par CIPC, c'est-à-dire le système chinois qui leur procure donc l'accès, quelque part, au monde entier. Voilà, donc ça a pris du temps, ça a provoqué effectivement un trou d'air. Je pense qu'on a vu une récession de 4 ou 5% durant 2 ou 3 trimestres en Russie, corrigé très vite, au bout de 3 trimestres. La Russie retrouvait une dynamique bien supérieure à l'Europe qui, elle, privée du gaz russe, du diesel sibérien, se retrouvait évidemment à devoir produire à des coûts exorbitants. Et l'Europe a d'ailleurs dû arrêter complètement de produire des engrais. Les engrais azotés oui, étant sûr. un dérivé chimique à 100% du gaz. Sans gaz, plus d'engrais. Donc impact sur le modèle agricole on se aussi, fournissait d'ailleurs. aussi en Ukraine. En conclusion, on a dû se tourner vers l'Australie, vers le Canada. Et là aussi, nos coûts se sont renchéris. Donc on a perdu en compétitivité absolument dans tous les domaines. Pour ça, je vous disais, on a évoqué d'abord l'industrie, de façon tout à fait pertinente. On évoque l'agriculture et celle de Russie est devenue plus performante et plus concurrentielle que l'Europe. Et puis la Russie a changé de fournisseur, tout simplement. Alors, on a évoqué tout à l'heure rapidement la question du Proche-Orient, on a évoqué la guerre en Ukraine. Il y a quand même un dénominateur commun entre ces deux conflits, c'est quasiment, j'allais dire, le créancier, les États-Unis. Quel impact ces conflits ont-ils sur les États-Unis aujourd'hui, sur l'économie plus exactement des États-Unis ? C'est une année comme on n'en avait pas connue depuis l'invasion de l'Irak en 2003 ou même depuis la guerre du Vietnam. L'industrie de l'armement américaine a fait une année splendide. Alors parmi les grands bénéficiaires, les plus connus, c'est Boeing. Plus de la moitié du chiffre d'affaires de Boeing, c'est de l'armement. Qui se portait en plus un peu moins bien ces derniers temps, il me semble. Avec le retour des touristes, aujourd'hui, quand on parle de Boeing, on dit voilà, il y a des commandes de 200 Dreamliner en Inde, en Chine, etc. C'est vrai. Mais l'accélération des commandes suite au conflit en Ukraine est extraordinaire. Et puis surtout, les États-Unis, qui ont livré pas mal de matériel au travers de la Pologne ou de l'Allemagne, mais surtout via la Pologne, du matériel lourd, tout ça est à reconstituer. Donc, les Américains ont livré des anciennes versions des fameux chars Abrams, là, et puis eux, ils ont remis en production toute une série d'engins dotés des toutes dernières technologies. Voilà. Et pendant ce temps-là, bien sûr, il y a beaucoup de dons qui ont été faits à l'Ukraine, mais il y a aussi beaucoup de crédits qui a été accordé à l'Ukraine. Est-ce que vous pensez que l'Ukraine pourra rembourser un jour ? Il arrivera à l'Ukraine ce qui arrive aux créanciers de la Chine. C'est-à-dire que quand on ne peut pas rembourser, il y a un moment où on finit par payer. C'est quelque part à terme. Ce qui est visé, c'est de faire du troc. La Chine construit des autoroutes, des ports, des lignes de chemin de fer dans des pays qui ne peuvent pas les payer. Et au moment où ils arrivent à dire « nous n'avons pas les dollars », eh bien, c'est pas grave. On avait inscrit dans le contrat que vous nous fourniriez le manganèse, le cobalt, le nickel, etc. Et ça se passe bien. Il y a toujours moyen de moyenner. Voilà. Donc, pour l'Ukraine, je pense que, bien que les dirigeants ukrainiens s'en défendent, des millions d'hectares ont été préemptés par des géants de l'agroalimentaire occidentaux. Ça sera dévoilé le jour où le conflit sera terminé. Là, d'un seul coup, voilà, la théorie du complot, ça sera comme d'habitude. La théorie du complot, c'est une vérité qui sera évidente et avérée dans 6 mois. Donc, je pense que l'Ukraine a totalement hypothéqué tout ce qui pouvait avoir de la valeur au moment où le pays pourra redémarrer. Pour les Occidentaux, je pense que déjà, des contrats de reconstruction sont sécurisés. Ça va être énorme. Quand vous dites Occidentaux, c'est quand même globalement surtout les Américains. Américains, Allemands. Voilà. Français ?
Puis quoi encore ? Voilà. Non, mais la France a toujours été absente des grandes phases de reconstruction. On est largué depuis presque 20 ans maintenant. Chaque fois qu'il y a un conflit, soit on n'y participe pas, heureusement comme en 2003, soit les Allemands nous passent devant systématiquement, mais la part du lion est toujours pour les Américains lorsqu'il s'agit d'une guerre qu'ils ont eux-mêmes orchestrée. Donc, en l'occurrence, là, pour l'Ukraine, il va y avoir beaucoup de contrats, beaucoup d'engins à vendre, par exemple pour Caterpillar, pour remettre le pays, tout ce qui a été détruit, leur mettre des quais, reconstruire des ponts, reconstruire des barrages, puisqu'il y en a un qui a été détruit. Et là, c'est probablement 1 ou 2 ans de travail pour un très gros opérateur de BTP. Enfin, voilà. Et par contre, comment cette reconstruction sera financée ? Évidemment, l'Ukraine devra à nouveau souscrire des prêts et ça fera des revenus pour les créanciers. Le principal créancier aujourd'hui, il est connu. C'est un créancier d'ailleurs qui le dit ouvertement, qui s'en vante. Hein. Nous fournirons du crédit, quasiment nos limites, à l'Ukraine. Et voilà, c'est BlackRock. Et c'est Larry Fink qui a dit, voilà, nous fournirons à l'Ukraine tout le crédit nécessaire pour se reconstruire. Bon, c'est une très bonne opération pour BlackRock, puisque BlackRock est actionnaire de toutes les entreprises qui seront appelées à venir reconstruire l'Ukraine. Je pense même qu'ils vont faire d'une pierre deux coups. Ils vont toucher des coupons, des revenus, des prêts accordés à l'Ukraine, et les entreprises dont BlackRock est actionnaire vont faire de très très belles affaires en Ukraine. Voilà, donc ça va être gagnant-gagnant. Alors, on voit que les États-Unis vont tirer leur épingle du jeu ukrainien, c'est moins de le dire. Pour autant, on a vu dernièrement, mercredi, le Sénat bloquer la nouvelle enveloppe qui était prévue pour aider les Ukrainiens et les Israéliens. Je vous propose de l'écouter. Tonight is a sad night in the history of the Senate and in our country. Republicans just blocked a very much needed proposal to send funding for Ukraine, funding for Israel, humanitarian aid for innocent civilians in Gaza, and funding for the Indo-Pacific. If there's a word for what we most need now, it is to be serious. If Republicans in the Senate do not get serious very soon about a national security package, Vladimir Putin is going to walk right through Ukraine and right through Europe. This is a historic moment for the Senate. Are we going to do something about the threats to democracy happening around the world? Are we going to hold the line against autocrats and dictators and the enemies of our way of life? Alors, au-delà des propos qui concernent les fameux chars russes qui vont arriver presque jusqu'à Paris, je vous propose d'aller sur la question plutôt économique. Comment expliquez-vous le blocage américain d'une nouvelle aide à l'Ukraine qui, finalement, peut pourtant être quasi assurée d'un retour sur investissement ? Je pense que déjà depuis 6-7 mois, les créanciers commencent à se demander s'ils vont effectivement revoir toutes leurs billes. J'ai cité BlackRock. Alors eux, ils ont 2 moyens de contrôler la situation. Par contre, le budget américain qu'on charge de dons à l'Ukraine ou l'Europe, qui distribue, au gré des déclarations de Mme von der Leyen, 1 milliard par-ci, 5 milliards par-là, etc., cet argent n'est pas tracé. Et ça commence à questionner. Parce que pendant qu'on ne sait pas ce que devient l'argent, alors on apprend qu'il y a des yachts qui sont achetés, soi-disant, paraît-il, par des prête-noms. Ce serait pour le leader ukrainien. On a pratiquement tous les mois le limogeage d'un ministre, d'un haut fonctionnaire, d'un chef d'état-major pour corruption. On a des échos en provenance des agences de biens de très très haut de gamme, Côte d'Azur, Marbella, Miami. La grosse clientèle pour des achats 10 millions et plus, c'est des Ukrainiens. D'où vient l'argent ? Donc là, ça commence vraiment à questionner. On a donné beaucoup, nous, les Européens, le contribuable européen, a donné beaucoup d'argent sans qu'il y ait
le moindre contrôle sur l'emploi de cet argent. Et on voit qu'il y a des scandales de corruption qui s'enchaînent. Donc il y a un moment où on arrête peut-être de verser de l'argent dans le sable. Et puis les Américains, bon, eux, ils sont déjà évidemment endettés au-delà de toute limite concevable, puisqu'ils sont à 33 700 milliards. Alors, c'est plus, il y a 14 zéros, donc ça fait. C'est astronomique. Bon, il y a un moment où aussi ça commence à poser un peu problème. Mais surtout, pour les Républicains, montrer leur scepticisme par rapport à l'Ukraine, ou sembler tenir compte du fait qu'Israël, aujourd'hui, a un petit peu de mal à justifier les bombardements massifs de la bande de Gaza. Alors, j'ai lu que les Américains avaient largué, je crois, 15 kilotonnes sur Hiroshima, et que sur la bande de Gaza, on en est maintenant à 20 kilotonnes. Bon, il y a un moment où... il n'y a pas eu encore de bombes nucléaires sur la bien bande de sûr, Gaza. Bon. mais je veux dire, il y en a qui l'ont écrit, ça. Oui, bien sûr. Et c'est pour fixer un petit peu. Et il y a un moment où l'opinion publique a du mal à admettre que les gens qui sont sous les bombes, ils n'ont pas non plus les mêmes moyens de riposte que les Japonais. Voilà. C'est vrai. Donc, ça devient compliqué. Enfin, vendre le soutien inconditionnel à Israël devient un peu compliqué pour des politiques. Mais enfin, surtout, je pense que c'est une façon de torpiller un petit peu les projets des démocrates, qui, eux, sont prêts à suivre Israël de façon inconditionnelle. Mais l'opinion publique... Comme le plan d'Obama, d'ailleurs, l'avait stipulé dans son vote en 2006. Il me semble qu'il avait voté un budget redondant pour aider Israël inconditionnellement. Alors, ça, je suis bien au courant de ce texte qui avait fait passer Obama. Il ne faisait qu'entériner une pratique. Très bien. Voilà. C'était déjà C'était déjà communément accepté. Depuis même les années 70. Voilà, donc ça, on a rendu quelque chose qui était voté au coup par coup chaque année, on l'a remplacé par quelque chose qu'on a fixé définitivement. Voilà. C'est scellé dans le marbre, quoi, on va dire. Voilà, maintenant c'est ça. Alors, on a beaucoup parlé tout à l'heure, on a quand même tendance à lier, à raison d'ailleurs, la question économique à la question énergétique. Vous avez parlé tout à l'heure de la question du pétrole. On ne peut pas parler de la question énergétique sans parler de la transition énergétique dont tout le monde parle à l'heure actuelle pour lutter contre le fameux réchauffement climatique. Ce que je vous propose, c'est d'écouter très rapidement le président des Émirats Arabes Unis. Il était à la COP28, il était d'autant plus que c'était lui qui l'accueillait. Eh oui. Et je vous propose d'écouter le déblocage d'une nouvelle enveloppe de 30 milliards. يسرني الإعلان عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار يسرني الإعلان عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، والذي تم تصميمه لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة. كذلك يهدف الصندوق إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030. Alors tout à l'heure, on a compris avec vos explications que globalement, quand on n'avait pas d'énergie et quand il y avait une crise énergétique, on pouvait s'attendre à une crise économique. Est-ce que ces alternatives énergétiques qu'on nous prétend trouver dans un avenir très proche va permettre, je vais être cru, de faire du business? Oui, ça permet de faire du business. Ceux qui fournissent justement tout le matériel, les composants. Les composants, ils viennent pratiquement tous de Chine. Donc là, je veux dire qu'il y a un pays qui est quand même très heureux de la transition énergétique. Et qui ne plaide pas forcément sa faveur, accessoirement. C'est la Chine. Hein, oui, c'est quand même pas la Chine qui plaide le plus dans la faveur de la transition énergétique, mais c'est quand même eux qui tirent le plus les marrons du feu. Incontestablement. Hein. Il y a une éolienne sur deux en Europe dont tous les composants viennent de Chine. Les panneaux photovoltaïques,
toute la partie qui capte l'énergie solaire, les galets, les feuilles soy qui recueillent l'énergie solaire, ça vient de Chine. Après ça, les armatures sur lesquelles on les installe, on sait les faire. Oui, mais quand même. On ne sait pas les retraiter, mais on sait les faire. La base, voilà, tout ça vient de Chine. Le cuivre qu'on trouve en masse dans les alternateurs des éoliennes, le cuivre vient en masse de Chine. Les autres métaux rares viennent pratiquement exclusivement de Chine. Alors après ça, nous, on sait un peu fabriquer des pales en fibre de carbone en Europe. Par contre, ça, on sait qu'on ne sait pas les recycler. Voilà. Donc, nous, on sait faire des choses qui ne se recyclent pas. Mais non, l'essentiel de la transition énergétique, pour l'instant, sans la Chine, elle ne peut pas se faire. Et pour fabriquer des mâts d'éoliennes, pour fabriquer le ciment qui rentre dans les 1000 tonnes de béton ou les 1500 tonnes de béton, parce que quand on a des éoliennes plus puissantes, à 8 mégawatts, il faut qu'elles tiennent debout et qu'elles il faut 1500 tonnes. Bien sûr. Pour les éoliennes qu'on voit sur le bord de nos autoroutes en France, c'est des petites éoliennes, c'est pas méchant, c'est 800-900 tonnes. Mais quand même, pour fabriquer, il faut, je crois, à peu près un quart de ciment. Donc, si on prend une moyenne de 1000 tonnes par pied d'éolienne, ça veut dire qu'il faut quand même 250 tonnes de ciment, ce qui consomme une énergie folle, évidemment, pour obtenir ce ciment. Les mâts des éoliennes, là aussi, il faut faut fondre le métal. Et puis ensuite, les éoliennes, il faut les relier. Alors les relier à des alternateurs qui égalisent le courant, qui met le bon voltage. Et puis ensuite, il va falloir mettre du cuivre pour relier les centres qui collectent l'électricité, notamment en mer, par exemple, l'éolien en mer. Il va falloir le ramener à terre. À terre, donc il va falloir le redispatcher vers toutes les bornes de recharge automatique, les bornes de recharge électrique, ce qui va représenter des millions de tonnes de cuivre. Voilà. Et ce cuivre, pareil, il va falloir l'extraire de la croûte terrestre. Donc évidemment, ça va nécessiter une noria de très très gros camions, de très très grosses broyeuses, et puis ensuite de très très gros fourneaux pour produire des lingots de cuivre. Même chose pour l'aluminium, pour les mâts d'éoliennes. Enfin donc, avant qu'on ait un outil opérationnel, il va falloir dépenser du CO2 qui, d'après les calculs à peu près concordants de différents spécialistes, c'est à peu près 20 ans pour que l'éolienne devienne verte. C'est-à-dire qu'au bout de 20 ans, elle commence là vraiment à produire une énergie vraiment décarbonée. Mais avant d'avoir amorti son coût carbone, ça met un peu de temps. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les éoliennes tombent le plus souvent en panne au bout de 15 ans. Donc je ne suis pas sûr qu'à aucun moment, des éoliennes finiront par avoir un bilan carbone neutre. Bon, alors comment on explique ? Parce que si on vous suit et si on a suivi tout votre raisonnement, concrètement, sur le plan écologique, ça ne tient pas. Et sur le plan économique, ça ne tient pas non plus, du moins pour les Européens ou les Occidentaux. Donc comment expliquez-vous que tout le monde se jette à corps perdu là-dedans ? C'est un mélange de folie, de dogmatisme. La puissance des écolos en Allemagne ont fait que les Allemands ont éteint toutes leurs centrales. S'ils n'avaient pas éteint leurs centrales, ils n'avaient pas besoin d'installer une seule éolienne. S'ils avaient maintenu tous leurs réacteurs. Tous les réacteurs éteints, ça représente la totalité des éoliennes. Et la totalité des éoliennes installées, le chiffre que j'ai en tête, c'est un coût de 200 milliards. Vous faites pour ce prix-là 20 EPR. Avec 20 EPR, l'Allemagne, elle exporte du courant dans toute l'Europe. Ils n'ont pas besoin de 20 EPR supplémentaires en Allemagne pour faire tourner leur industrie. Donc en mettant 5 EPR, en plus du parc nucléaire dont disposaient les Allemands, qui est totalement décarboné, produit uniquement de la vapeur d'eau. Donc ça a été une folie. Ça a été une folie. Mais au nom des alliances politiques, comme on ne pouvait pas constituer une coalition gouvernementale qui tienne la route sans l'apport des voies écologiques,
Tous les dirigeants allemands, depuis les années 80, ont été obligés de composer avec des écologistes. Alors des écologistes qui ont certainement été instrumentalisés à un moment par le lobby gazier, où on expliquait que le nucléaire c'était très très mal, quand on commençait à projeter de construire des Nord Stream pour faire venir le gaz de Russie vers l'Allemagne. Donc je ne doute pas qu'à un moment Gazprom a dû quand même bien aider les écologistes. Et après, le lobby des éoliennes, je pense que là aussi, ils ont dû aussi bien se faire entendre des écologistes qui ont dit on va remplacer les centrales nucléaires par des éoliennes. On a remplacé du pilotable par du non pilotable, et puis finalement pour s'apercevoir derrière que derrière les éoliennes qui peuvent se retrouver complètement à l'arrêt en période anticyclonique, qu'il fasse très chaud ou qu'il fasse très froid, quand il y a un anticyclone, ça ne tourne pas, il n'y a pas de vent. C'est bien connu. En plus de ça, on a vendu, entre guillemets, à ceux qui acceptaient qu'on implante un parc éolien, on leur a vendu ce qu'on appelle un facteur de charge de 40-45% en offshore, de 30% en terrestre. On s'aperçoit concrètement que les parcs éoliens sont très en dessous des 30% en terrestre et très en dessous des 40-45% en offshore. On nous a complètement menti. Parce que si on vous dit, vous avez un facteur de charge de 40, on vous dit, j'ai des éoliennes, je vais en mettre 100, elles font 8 gigawatts. À la sortie, je vais avoir X terawatts par an. Donc, je vais amortir ça au prix du courant actuel. Je vais amortir ça sur 15 ans, 20 ans. Si d'un seul coup, vous apercevez que vous avez 30% d'électricité en moins que ce qui vous a été promis, c'est pas 20 ans ou 15 ans qu'il faut pour amortir ces 30 ans. Et je le répète, les éoliennes n'ont pas une durée de vie de 30 ans. Contrairement aux centrales nucléaires, on les avait conçues pour qu'elles tiennent 40 ou 50 ans. On s'aperçoit qu'on peut les prolonger 60, 70 ans et qu'elles vont continuer de fonctionner. Alors que les pales d'éoliennes, il faudra absolument les changer. L'alternateur, il faudra aussi le changer. Il sera incapable de produire au bout de plus de 20 ans. Enfin, donc la grande folie, ça a été de renoncer au nucléaire. Avec le nucléaire, on avait l'énergie décarbonée sans avoir besoin d'importer de Chine tout un outil pour, soi-disant, se décarboner. On l'avait, la décarbonation. Alors maintenant, vous avez les Émirats et l'Arabie Saoudite qui, eux, vous parlent de la décarbonation, mais en fait, eux, ils sont confrontés à tout à fait autre chose. L'épuisement de leurs réserves. Les Émirats arabes unis, d'ailleurs, ils n'ont jamais vraiment tablé sur le pétrole, c'est plus le gaz. Mais l'Arabie Saoudite, 2035-2040, leurs recettes pétrolières vont chuter. Ils auront besoin d'énergie. Vers quoi l'Arabie Saoudite se tourne ? Vers le nucléaire. Alors bien sûr, dans le cadre du projet NEOM, on vous vend des animations, des images où il y a plein d'éoliennes qui tournent pour faire fonctionner les transports, etc., climatiser la... Oui, il va falloir de l'énergie pour climatiser tout ça. Pour faire fonctionner Octagone, cette espèce de port flottant. Mais en réalité, ça sera grâce au nucléaire. Et non, ça ne sera pas grâce au pétrole, parce qu'ils en auront beaucoup moins. Les Émirats, je pense qu'ils tiendront encore un bout de temps avec le gaz. Mais voilà, quand on entend ces pays-là vous dire on veut décarboner, non, ils vont simplement... ils constatent qu'ils vont vers l'épuisement de leurs réserves, qu'il faut qu'ils trouvent d'autres ressources, d'autres sources d'énergie, et ils vont se tourner logiquement vers le nucléaire. Pour un EPR, si l'Arabie Saoudite arrive à en acquérir un, alors... On se disait que ça pourrait être auprès des Français, mais en fait, on s'aperçoit que les Chinois maîtrisent mieux la technologie. En plus de ça, les Saoudiens peuvent payer en yuan. Et les Chinois vous construisent une centrale en 5 ans. Nous, les Français, au bout de 10 ans, on n'est pas sûr qu'elle tourne, ou alors elle va s'arrêter toutes les semaines comme en Finlande. Donc, pour un EPR, c'est comme si ils économisaient 1000 éoliennes de forte puissance. Bien sûr. Voilà. Alors maintenant qu'on a fait le bilan de cette politique dite verte, on voit que l'Allemagne, qui était plutôt le moteur de l'Union européenne, aujourd'hui, le FMI l'a prédit en récession pour 2023.
C'est quand même stupéfiant, ça, cette métamorphose économique, j'allais dire, de ce géant allemand au sein de l'Union européenne. C'est une métamorphose. Alors là, par contre, j'exonère en quelque sorte l'Allemagne de la responsabilité du marasme dans lequel ils se retrouvent. Ils se sont trouvés, ils étaient obligés d'obéir à Washington. Voilà. Et pourquoi ? L'Allemagne est très, très dépendante des États-Unis. On le voit dans chaque décision. Quand ils achètent de l'armement, ils peuvent venir acheter des Rafales ou acheter un système radar de protection français. Ils achètent américains. Voilà. Les chars, ils achètent des chars américains en complément de ceux qu'ils fabriquent eux-mêmes. Les Allemands n'achètent rien en France. Ils achètent tout aux Américains. C'est évidemment que c'est des décisions qui sont dictées. Les Allemands peut-être, à un moment, ils ont voulu faire de la résistance en disant ouais, peut-être qu'un jour, quand même, le jour où on sera un peu réconcilié avec les Russes, peut-être que quand même, on rouvrira Nord Stream. Nord Stream a été détruit. Voilà, donc là, c'est sûr, il n'y aura pas de retour en arrière. Donc les Allemands, pour ça je vous dis, je les exonère en partie de la situation dans laquelle ils se trouvent, c'est que Nord Stream, je ne pense pas que ce soit eux qui l'aient saboté, non, mais c'est évident. Il y a beaucoup d'autres décisions, et là ils les ont approuvées à 100%, toutes les sanctions contre la Russie ont été approuvées par l'Allemagne, mais je pense qu'ils n'ont pas les moyens de refuser. Alors, on a parlé de la situation économique allemande très rapidement. La situation économique française, elle n'est pas censée être en récession. Néanmoins, on ne peut pas dire qu'elle soit optimale. Je vous propose d'écouter tout de suite Emmanuel Macron et le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Ils vont nous expliquer pourquoi. Je vois avec inquiétude, je vous le dis franchement, le discours ambiant. Quand j'écoute les grands débats, au fond, lui, l'assurance chômage, les retraites, on peut redistribuer. Pour revenir en arrière. Les réformes, on pourrait mettre sur pause. Réveillez-vous. Je vous le dis en toute sincérité. Réveillez-vous. On est à 7% de taux de chômage. Il y a aujourd'hui, au moment où je vous parle, des restaurateurs qui n'arrivent pas à ouvrir en pleine saison parce qu'ils n'arrivent pas à embaucher. Donc quiconque pense que le temps est au repos, on ne vit pas dans le même monde. Et ce qu'a dit avec beaucoup de force le président de la République, c'est que si on ne se secoue pas les puces, il n'y aura pas 5% de taux de chômage. Ça fait 50 ans qu'on n'y est pas arrivé. Qu'est-ce que ça vous évoque quand vous entendez ça ? Alors, il faut qu'on se secoue les puces et tout va aller mieux ? Alors, par quoi je commence ? C'est vrai qu'il y a le choix, là. On va commencer par se secouer les puces. Moi-même, je suis chef d'entreprise. Je suis fondateur de Cercle Finance. On n'a pas mis dans ma bio, mais enfin, voilà. Les chefs d'entreprise, aujourd'hui, ils ont vu tripler, quadrupler leur note d'électricité. Alors, je ne pense pas tellement à moi qui produis des services, d'information des flux financiers. Si on parle de l'industrie, par exemple. Mais je parle des artisans. Aussi. Un artisan qui est spécialiste de la soudure, un artisan qui fabrique des éléments de ferronnerie, un menuisier qui fait tourner des scies H24, un serrurier, un chaudronnier, quelqu'un qui installe des cheminées, un peintre. Boulanger, tout simplement, oui. Voilà. Les artisans, en 2 ans, leur note d'électricité, elle triple ou elle quadruple. Vous passez d'une note de 30 000 à une note de 130 000, ça fait comme 2 ou 3 salaires, l'air de rien. Alors donc là, il faut vraiment que non seulement les artisans ou les PME se secouent les puces, mais il faut que ce soit des magiciens, de purs magiciens, pour faire face à la hausse de leurs coûts, et en plus de ça, embaucher davantage de gens. Voilà. Donc, je ne vais pas aller plus loin, c'est presque révoltant. Ce mépris et ce genre d'adresse à des gens qui ont les plus grandes difficultés à se maintenir la tête hors de l'eau. Et je ne parle pas des restaurateurs, parce que les restaurateurs, on les a quand même beaucoup aidés.
pendant la crise Covid, c'est moins le cas des artisans. Mais les restaurateurs aujourd'hui aussi sont confrontés à ces problèmes de hausse des coûts pour l'éclairage, le chauffage, la climatisation l'été, les cuisines, etc. Et ils doivent rembourser les fameux PGE qu'on leur a fait contracter pendant la crise du Covid, d'ailleurs. Voilà. Bon, on va avoir un taux de mortalité sur la restauration qui va être forcément assez élevé. Alors on me dit que les braves restaurateurs n'arrivent pas à embaucher. Alors est-ce qu'on serait effectivement proche du plein emploi ? 7% de chômage. Bon, tout le monde sait que c'est un mensonge. Heureusement que quand nos ministres ou notre président s'adressent à la presse, il n'y a pas un seul journaliste pour rectifier en expliquant que si le taux de chômage en catégorie A semble avoir baissé depuis 2007, je prends l'ère Macron, c'est tout simplement parce que beaucoup des gens qui émargeaient au chômage, avec le durcissement des critères, se sont trouvés basculés dans les autres catégories B, C, D. Alors c'est pas M. Voire Macron. carrément en dehors des comptabilisés par Pôle emploi, d'ailleurs. Je vais y venir. Pardon. Je vais y venir. Donc là, globalement, les chômeurs dits officiels, là, on a appliqué simplement des règles qui viennent du BIT, Bureau international du travail. Donc là, c'est pas une bidouille de Macron ou de M. Le Maire ou de Bercy. Ça fait ses affaires, mais c'est pas lui qui a décidé. Ça a bien fait ses affaires. Voilà. Le vrai chômage, le taux de chômage vrai serait plutôt autour de 19%. 19% ? Oui. Ou 10,9 ? Non, 19% de personnes qui sont sans emploi, hors de l'emploi, vivant du RSA ou de subsides ou pas de subsides ou de la solidarité familiale. En France, on a un taux de chômage réel. Il suffit d'aller dans les banlieues ou dans les villes de province. Vous avez des villes où il y a 50% de chômage. Mais des gens qui sont aidés, etc. Et qui donc ne sont pas officiellement comptabilisés comme chômeurs. Alors vous avez énormément de gens qui bénéficient d'allocations handicap, donc on les dispense de chercher un emploi. Mais des fois, le handicap, ça peut être juste un petit problème d'audition ou des choses comme ça. Mais il y a énormément de maquillage ou de camouflage du non-travail. Ça, c'est une vraie réalité. Ceux qui nous écoutent, s'ils ne sont pas dans les beaux quartiers de Paris où le taux d'occupation des bureaux est à 90% et où les lumières restent allumées le soir jusqu'à 19h parce que ça bosse avec l'international, allez dans des villes de province et vous allez voir quel est le taux de chômage réel. Il faut demander aux maires. Eux savent combien de gens vivent d'allocations, d'aides, etc. Les maires savent, ils pourraient parler, mais ils ne parlent pas. Les présidents des régions, ils savent aussi qu'ils sont dans des régions où il y a des taux de chômage qui dépassent même des fois les 25%. Alors les 25% chez les jeunes, tout le monde sait que ça, c'est aujourd'hui, c'est connu, c'est admis. Mais dire que c'est le taux global, dans certaines régions, il faut interroger des gens qui savent parce qu'ils font partie de ceux qui distribuent en partie des aides à des gens qui ne sont plus dans les statistiques du chômage. Voilà, donc ce que je vous dis là, c'est juste vérifiable. C'est la vraie vie, quoi. Si l'on interroge les bonnes personnes, ceux qui ont le contact sur le terrain. Mais comment ça s'explique ? Parce que c'est quand même, là, c'est une catastrophe que vous me dépeignez objectivement. Ça fait 20 ans qu'on est dans cette catastrophe, même plus. Comment ça s'explique ? Est-ce que le problème, c'est parce que, encore une fois, les entreprises n'ont plus de quoi salarier davantage de personnes ? Est-ce que c'est parce que les Français ne se secouent pas les puces, comme dit Bruno Le Maire, et que les Français veulent un salaire trop élevé pour pas faire beaucoup ? Quel est le problème, en fait ? Je pense que c'est universel. Vouloir gagner le maximum en produisant le moins d'efforts, je pense que c'est quelque chose d'universel. Vous prenez le Tasmanien ou vous prenez un pêcheur du Kamchatka, ils espèrent tous ramener plus de crabes royales en faisant le moins de sorties dans la tempête. Donc ça, c'est humain. Alors, on va évacuer ça, les Français paresseux, etc. Il faut évacuer. Ni plus ni moins. Tout le monde est paresseux. Et c'est grâce à la paresse que le génie humain a permis d'arrêter de creuser le sol pour sortir des racines. Donc, la paresse, c'est la base du génie humain. Ce qui
a provoqué le non-emploi en France, c'est évidemment la délocalisation massive de notre industrie vers la Chine, vers des pays à bas coût de production. C'est là des décisions que n'ont pas prises les salariés, mais bien les patrons, et avec l'aval des gouvernements, qui auraient pu dire non, soyez un peu patriotes, faites comme les Suisses. Les Suisses, ils ne délocalisent pas leur industrie horlogère de la Chaux-de-Fonds à dans lequel je ne sais quelle petite ville chinoise qui reçoit des subventions pour fabriquer des montres qui ressemblent beaucoup aux Rolex, aux IWC et aux Baume et Mercier. Donc, on a complètement, on a vidé de sa substance notre patrimoine industriel. L'industrie représentait peut-être dans les 20-22% dans les années 90. On est à 9%. On est même moins industrialisé que la Grèce. Or, les pays qui s'enrichissent, malgré tout, c'est des pays où il y a des usines. Alors, des fois, elles crachent des fumées noires. On est d'accord. Mais les pays prospèrent, et aujourd'hui, ça se vérifie complètement, c'est pas les pays qui produisent des services, mais les pays qui ont de l'industrie. C'est pour ça que l'Allemagne est restée très, très prospère longtemps. Et l'Italie, elle dégage des excédents primaires parce que la plaine du Pô, c'est la deuxième zone la plus industrialisée d'Europe après la Ruhr. Ah oui. Voilà. Donc la France, elle s'est pensée géniale. Elle s'est pensée géniale, la France. Elle avait inventé le Concorde, elle a été à la base du projet Ariane. Les Français avaient inventé dans les années 50 le laser, la carte à puce dans les années 80. Et la France s'est dit, comme nous on est des génies, nous c'est notre matière grise qui va nous rapporter. Pas comme ces Anglais là qui dans les années 80 se sont mis à faire des services financiers. C'est pas joli, faire de l'argent avec de l'argent. Nous, la France, ça va être un vaste bureau d'études et le monde entier va venir chez nous. S'arracher nos conseils et nos s'arracher idées. nos conseils, s'arracher nos inventions géniales. Le problème, c'est que depuis que l'Europe est née, il n'y a plus aucun projet de type Airbus, Ariane. Plus rien n'a émergé de grand en Europe depuis qu'on a l'euro. Tout s'est arrêté. Tout ce qu'on nous présente comme étant la preuve que l'Europe, c'est grand, c'est magnifique, tout date d'avant. Tout date d'avant l'euro. Voilà. Donc la France s'est désindustrialisée beaucoup plus que les autres pays alentours. Est-ce que vous savez, par exemple, que l'Espagne fabrique plus de voitures que la France? Il n'y a pas de constructeur espagnol. Mais grâce à Volkswagen, grâce à Renault et d'autres, vous avez l'Espagne produit plus de véhicules que la France. Voilà. Et l'Allemagne, bien sûr, voilà. Et l'Allemagne, une bonne partie de ces belles berlines, aujourd'hui, sont fabriquées en Chine. Les berlines électriques, elles vont venir de Chine, avant que... le jour où il y aura des gigafactories de batteries en Allemagne, peut-être pas très loin de l'usine Tesla à Berlin, peut-être que là, effectivement, on dira les Allemands sont un petit peu autonomes, etc. Mais là, aujourd'hui, on ne peut pas fabriquer un véhicule électrique rentable en Europe. Donc, ils sont fabriqués en Chine. Les petites berlines électriques qui vont circuler en France, estampillées Renault, ce que vous voulez, elles vont venir de Chine. On est incapable de produire un véhicule à moins de 15 000 € en France, ou alors il n'y a pas les vitres électriques, il n'y a pas l'écran tactile, etc. dans la voiture. Enfin, il faut faire un choix à un moment. Donc, on sait, la France, son mal, et le fait qu'on ait un taux de chômage réel aussi élevé que celui que je cite, c'est qu'on s'est vidé de notre substance industrielle, et ça n'a été remplacé par rien. Alors si, quand même. On a énormément créé de postes de fonctionnaires grâce à l'Europe, puisque comme vous le savez, un haut fonctionnaire, ça crée des normes, et puis des normes, pour les faire appliquer, vérifier, il faut créer beaucoup de fonctionnaires, et pour superviser ces fonctionnaires, il faut beaucoup de hauts fonctionnaires. Donc là, je dirais que la boucle est bouclée, et que là, on a une espèce de boucle de rétroaction, où on est très très fort en France, effectivement, pour créer quelque chose qui sert à rien, qui coûte. Donc quand on se demande où part l'argent, je regarde comment évolue notre économie depuis 20 ans, donc, cocorico, on est encore les numéros 1 du tourisme, on est encore un magnifique musée.
je ne sais pas combien on a de châteaux en France, mais c'est au-delà du millier. Enfin, il y a presque autant de châteaux en France que dans tous les pays qui ont eu un riche passé. L'Angleterre, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie. Je pense que vous faites l'addition et la France a à peu près autant de châteaux que tous les autres pays réunis. Donc voilà, heureusement, on a ça, on a encore une gastronomie. Mais pour le reste, qu'est-ce qu'on a ? Et où est-ce qu'on a créé des emplois ? On a créé des emplois de fonctionnaires. La meilleure preuve, l'hôpital. 110 ou 120 000 lits, les gens vérifieront, les coupes de vérifieront le chiffre exact. 110 ou 120 000 lits supprimés depuis 2017. Et l'hôpital coûte toujours aussi cher. Alors qu'on a supprimé des anesthésistes, des obstétriciens, etc. Comment ça se fait que la facture de l'hôpital et la charge, la masse salariale soit toujours la même ? Tout simplement parce qu'on a moins de chirurgiens, moins d'anesthésistes, moins de réanimateurs, et on a beaucoup plus de gens dans les bureaux qui font du management par feuille Excel. Et puis, alors, faute de médecins, et on a la panique dans les urgences maintenant à peu près partout, c'est l'évidence. Donc, les urgences, c'est une catastrophe absolue. Et là, quand on se rend compte qu'il y a vraiment un problème, là, il faut faire un audit pour comprendre pourquoi les urgences ne fonctionnent pas. Il n'y a personne qui se dit qu'en embauchant moins de fonctionnaires, moins de comptables... On pourrait peut-être embaucher plus de médecins. Je dis bien, c'est des experts, hein, je respecte tout à fait. C'est des gens qui font des tâches complexes. Mais... si jamais on embauchait plus de médecins et d'urgentistes, peut-être qu'on aura des urgences qui fonctionnent mieux et peut-être moins de déficit, je ne sais pas. Peut-être un meilleur service aussi. Là aussi, j'imagine l'impossible, mais avec plus de médecins, plus d'urgentistes, peut-être que ça fonctionnerait mieux. Bon, ça, on ne le fait pas. Et puis, on a aussi d'autres choses qui sont absolument hallucinantes. Quand je vous parlais de la désindustrialisation, c'est pas qu'on a exporté nos usines de voitures à peu près partout dans le monde. Mais on fabriquait des médicaments, on n'en fabrique plus. Et donc aujourd'hui en France, on se retrouve avec des pénuries invraisemblables, sur lesquelles règne une omerta quasi totale des médias. Or le problème, c'est que quand il manque des médicaments, c'est pas qu'on se retrouve au chômage, on meurt. Quand on n'a pas le bon médicament, qui est en rupture, et qu'on a un traitement qu'il faut le suivre, il y a des gens qui sont sur des traitements longs, puis il y a d'autres traitements qui sont des traitements courts, onéreux, mais qui vous remettent sur le pied. S'il manque le médicament, vous mourrez. Donc là, aujourd'hui, les pénuries de médicaments, c'est pas seulement un problème économique, ça creuse des déficits, ou des gens sont au chômage. Non, les gens meurent. La France est un pays, aujourd'hui, où les gens meurent faute de médicaments. Ça devrait être un scandale absolu. Et pour l'instant, là, pareil, on n'en parle pas beaucoup. Donc, effectivement, on préfère se faire des cocoricots, l'inflation a rebaissé grâce à notre action résolue, etc. Alors que le pétrole et le gaz rebaissent depuis pratiquement 2 ans, donc forcément que tendanciellement, l'inflation rebaisse. Et le gouvernement nous explique que grâce à leur action résolue, à l'automne, les températures ont commencé à baisser et que si on a trop froid, grâce à l'action résolue du gouvernement, les températures remonteront au printemps prochain. Mais d'ici le printemps prochain, avec toutes les pénuries de médicaments, je me demande combien de Français verront des Français qui sont aujourd'hui malades et sous traitement verront le printemps prochain. Ça, c'est une vraie préoccupation. On arrive à la conclusion de cette émission, Philippe Péchade, mais si je vous suis bien, aujourd'hui la France est frappée par l'inflation qui est prétendument contenue par l'action du gouvernement, mais qui en réalité est liée à l'économie énergétique. Il n'en reste pas moins que les Français souffrent quand même d'une baisse de pouvoir d'achat évident. Ils sont au chômage. Ils sont privés d'une énergie à bas coût que nous avions auparavant grâce à notre parc nucléaire. C'est une économie du tiers-monde que vous me racontez là. Ça a manqué de médicaments au point où nous en sommes aujourd'hui. Je vous aurais expliqué ça en faisant un tableau noir, plus que noir, presque diabolique, ou un tableau pervers d'un avenir cauchemardesque. Je vous aurais dit que les femmes, maintenant on n'a jamais vu autant de femmes accoucher hors des maternités parce que à 120 km, souvent les femmes elles perdent les os et elles accouchent
souvent grâce aux pompiers, d'ailleurs, que je salue au passage. C'est incroyable de penser qu'on se dit, qu'en 15 ans, on se dit qu'en France, on n'a jamais vu autant de femmes accoucher hors de l'hôpital et sur la route de l'hôpital. Et ensuite, quand elles ont accouché, elles ont accouché, on s'aperçoit qu'il manque des médicaments contre des problèmes infectieux, etc. Enfin, tout est complètement délirant. Oui, effectivement, on est dans un pays qui est en voie de tiers-mondisation. Quand on arrive à Roissy, le nombre d'escalators ou de tapis qui sont en panne, c'est invraisemblable. À Paris, là, on vient d'avoir, je ne sais plus quoi, c'est le comité régional de surveillance des transports qui s'alarme du nombre de pannes chaque jour. Il y a des lignes de métro qui sont carrément à l'arrêt pendant des heures. Les pannes de RER, les pannes sur le réseau tous les réseaux transiliens. C'est invraisemblable. Éole et Météor, qui auraient dû être achevés pour les Jeux Olympiques, ne le sont pas, ne le seront pas. Il y a 6 lignes de métro qui devaient être prolongées, elles ne sont pas achevées. Mais comment alors qu'on sait qu'on va avoir les Jeux Olympiques depuis 6 ou 7 ans, comment on arrive avec un tel niveau d'impréparation au niveau des infrastructures? On n'est même plus capable, même chez nous, de construire des infrastructures. Alors, je ne sais pas, on a perdu le savoir-faire ou il faut peut-être importer des travailleurs de l'étranger parce qu'on n'a plus personne de formé. Enfin, c'est invraisemblable. Alors justement, vous venez de dire on a perdu le savoir-faire, mais moi, ma question, pour conclure cette émission, c'est est-ce qu'un retour en arrière vers des temps meilleurs est encore possible aujourd'hui ? Je vous avoue que j'y crois pas trop. Et puis, la transition énergétique est quelque chose d'extrêmement coûteux. Extrêmement coûteux. Et pourtant, on va le faire. On va le faire au moment où la France est à 3 000 milliards de déficit. Donc, je n'invente pas le fait que la France a la volonté de faire plus pour la transition énergétique. Monsieur Macron s'est rendu donc aux Émirats pour essayer justement de donner un souffle à cette COP28. Malheureusement, monsieur le prince héritier bin Salman n'a pas voulu le rencontrer. Il n'a pas pu non plus avoir un meeting avec Cher Zayed que nous avons vu à l'écran. Il a essayé de faire une table ronde avec des gens des Émirats, Qatar, etc. Personne n'a répondu à son appel. Voilà, donc comme on dit... dans une gare, on voit des dirigeants qui ont réussi, puis on voit des présidents qui ne sont rien. Donc, à la COP28, il n'était rien. Mais il y est allé pour réaffirmer que la France va bien aller au bout de ce projet de transition énergétique qui va renchérir le coût de l'énergie. Donc les Français sont fixés, ils le savent, ils vont payer leur électricité de plus en plus cher, puisque plus on mettra de l'éolienne, plus on mettra de panneaux photovoltaïques, plus l'électricité sera chère, plus la France va s'endetter puisqu'on n'a pas l'argent, on ne dégage pas d'excédent parce qu'on n'a plus d'industrie. Alors heureusement qu'on a les Jeux Olympiques en 2024, ça va faire quelques recettes de tourisme à Paris, mais ça va être un chaos, et en plus de ça, ça va être un grand progrès pour les Parisiens, puisque, semble-t-il, on se dirige vers, là aussi, un pass ou un QR code pour se déplacer dans Paris. Donc, si vous me dites, est-ce que je vois quelque chose de la lumière à l'horizon, est-ce que je vois quelque chose de mieux se dessiner? Ce que je vois de se dessiner pour 2024, c'est un chaos dans les transports, Paris avec des gens fliqués de A jusqu'à Z, la reconnaissance faciale, et ça, on l'a déjà compris, ça va nous être maintenu pour les années à suivre, au nom de la sécurité des Français, naturellement. Parce qu'après l'affaire du pont Bir Hakeim, on nous explique que si on avait eu la reconnaissance faciale, peut-être que l'assaillant aurait été maîtrisé, ce qui est une blague absolue. Vous n'avez qu'à voir à Londres, il n'y avait pas de caméra en 1980. Moi, j'y allais souvent à Londres à l'époque, il n'y avait pas de caméra. Il y avait de temps en temps de la bagarre à la sortie des pubs, c'était des bagarres. Depuis qu'il y a des caméras et des centaines de milliers de caméras dans Londres, il n'y a jamais eu autant d'attaques au couteau. Donc, les caméras n'empêchent pas les attaques au couteau, ni les attaques de quelque nature que ce soit. Bien sûr. Et le taux d'élucidation est extrêmement faible. Parce que les caméras, il faut mettre quelqu'un derrière pour quand même regarder, ou une intelligence artificielle qui est capable de repérer quelqu'un qui est un agresseur potentiel, ce qui est absolument impossible dans les faits. Donc, l'histoire on va mettre des caméras partout et de la surveillance numérique, ça ne marche pas. En Chine, ça marche. Alors on m'expliquera que... Mais regardez, en Chine, le taux de délinquance est extrêmement faible. C'est pas la plus grande démocratie mondiale, quand même, la Chine. Voilà. J'ai fait pas mal d'allers-retours en Chine, donc j'ai vu le pays évoluer vers la surveillance totale. Et c'est un pays
dans lequel la délinquance de base n'existait pas. Bien sûr. Donc, dire que grâce à la surveillance totale, les Chinois sont devenus aujourd'hui des gens extrêmement disciplinés et dont on ne craint rien et on peut se balader tranquille dans la rue, mais on a toujours pu se balader tranquillement dans la rue en Chine et on n'était pas attaqué pour se faire dépouiller sa montre ou se faire voler son téléphone portable. En Chine, la sécurité, elle existait avant les caméras. Bien sûr. Vous voyez ? Donc, voilà. Et pourtant, là aussi, vers quoi on va ? Eh ben, vers l'installation d'un gros outil de surveillance qui va effectivement fournir, là aussi on se disait, qu'est-ce qui va fournir du business ? Ça, c'est un gros business. Reconnaissance faciale, les caméras, l'intelligence artificielle qui va derrière. Mais tout ça, c'est quelque chose qui ne crée pas de richesse. Et la France, elle est championne pour créer des choses qui ne créent pas de richesse. Et ce qui en crée, tout est antérieur à l'an 2000. Voilà. Donc, on va avoir toujours plus d'experts, de cabinets conseils pour essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas. De plus en plus de gens pour comprendre pourquoi les hôpitaux sans chirurgiens et sans anesthésistes et sans urgentistes, ça ne marche pas. Voilà ce qu'on fait. On crée des gens pour analyser pourquoi tout ce qu'on a fait et qui était voué à l'échec ne marche pas. Eh ben, on aura des pistes de compréhension en tous les cas avec cette émission. Je vous remercie beaucoup Philippe Béchat d'être venu sur TV Liberté. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas de commenter cette émission. N'oubliez pas non plus de la partager et bien sûr de cliquer sur le fameux pouce en l'air qui améliore le référencement. En attendant la semaine prochaine, chers amis, portez-vous bien et à très bientôt.